Merci Jacques. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est vraiment un grand honneur de parler à cette journée. Et j'ai envie de dire que c'est surtout un redoutable honneur de faire un exposé après celui de Jean-Pierre Kahn hier. Donc je vais essayer de m'inscrire un petit peu justement dans la lignée de l'exposé de Jean-Pierre Kahn, en essayant je dirais, de montrer, donc très brièvement, parce qu'il en a fortement parlé hier, je dirais ce qu'a fait vraiment le succès des séries de Fourier et de la transformation, surtout des séries de Fourier, disons, je prendrai surtout l'exemple des séries de Fourier, et en même temps, comment un certain nombre de problèmes qui se sont posés au sein des séries de Fourier ont donné naissance typiquement à des décompositions un petit peu alternatives, et donc notamment des compositions en ondelettes, et essayer de voir qu'est-ce que l'un peut faire, l'autre ne peut pas faire, et essayer de faire pas vraiment une comparaison, mais enfin disons, essayer de bien situer les uns par rapport aux autres. Alors, je vais passer un petit peu rapidement sur la partie historique qui a été encore une fois fortement couverte hier. Je dirais que, voilà, pour être très rapide, à mon avis, l'un des très très forts succès des séries de Fourier, et le fait que ça s'est énormément développé au début, au XIXe siècle, c'est effectivement le fait qu'elles ont été introduites la première fois pour résoudre explicitement l'équation des cordes vibrantes. Et le fait que, finalement, pourquoi est-ce qu'on peut résoudre explicitement cette équation de dérivée partielle, c'est parce qu'il y a une sorte de miracle au départ des séries de Fourier qui sont qu'elles forment des fonctions propres des opérateurs différentiels. Donc c'est ça qui permet de les utiliser explicitement pour résoudre un certain nombre d'équations de dérivée partielle. Donc il y a d'abord évidemment les cordes vibrantes, et puis ensuite, donc typiquement les travaux de Fourier sur l'équation de la chaleur, que je ne vais pas rappeler ici. Par contre, un point que Jean-Pierre Kahn a signalé hier et sur lequel je voudrais un petit peu insister, c'est effectivement, donc typiquement, le problème de la condition initiale, le fait qu'on essaye de l'écrire justement au moyen d'une série de Fourier, et donc tous les problèmes qui vont ensuite se poser et qui vont motiver, je dirais, la création de l'analyse harmonique, qui sont de comprendre en quel sens, quelles fonctions on peut représenter comme ça, quels objets, je dirais, mathématiques, qui peuvent être un petit peu au-delà des fonctions, on peut représenter comme ça, et quels sont, donc en plaçant, je dirais, dans le cadre un petit peu plus facile à écrire, des exponentielles complexes. J'ai repris les deux formules que Jean-Pierre Kahn n'avait pas voulu écrire hier au tableau, à savoir effectivement quel sens on peut donner à ces deux formules, quel sens, donc ce qui va évidemment motiver, je dirais, toute la théorie de l'intégration, quel sens on peut donner à la deuxième formule, et également quel sens on peut donner à la première formule, et je dirais, typiquement, on peut voir le développement des ondelettes, même historiquement à partir de la base de A, comme la résolution de problèmes liés à la mauvaise convergence de la première série. Donc j'insisterai un petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment le point de départ historique des ondelettes. Voilà, et donc évidemment, théorie de l'intégration. Et un autre point, c'est aussi la théorie des ensembles, hein, le problème initial qui avait intéressé Cantor, c'était le problème des ensembles d'unicité pour les séries trigonométriques. C'est-à-dire si vous avez une série, la série du haut, et que vous savez qu'elle converge, donc le théorème initial qu'avait démontré Cantor, si vous savez qu'elle converge en tout point vers 0, est-ce que vous pouvez en déduire que tous les CN sont nuls? Donc c'est ce que Cantor avait montré, et ça va donner... ensuite se pose des questions de si c'est pas en tout point, mais sur un certain ensemble. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est ce problème-là qui a motivé au départ, donc c'est ce qu'on appelle les ensembles d'unicité, hein, qui ont été des grands sujets de recherche en analyse harmonique pendant tout le XXe siècle, et qui a motivé justement Cantor avait vu que c'était lié à des problèmes de cardinalité, et ça a motivé tous ses travaux fondateurs de théorie des ensembles. Donc on peut dire effectivement qu'au début du XXe siècle, disons fin du XIXe, il y a vraiment un règne des séries, et aussi, là j'en parle pas, mais la transformée Fourier,
non seulement à cause des problèmes internes, mais également parce que ça motive, je dirais, des grands pans d'analyse qui vont être construits pour répondre aux problèmes que posent typiquement ces deux formules-là. Alors, on peut voir effectivement au milieu de ce grand édifice un peu une première fissure qui apparaît il me semble que c'est dans les années 1870, quand Dubois-Reymond montre que il existe des fonctions continues dont la série de Fourier converge en certains points. Donc d'un certain point de vue... Diverge, pardon, merci. Heureusement, vous arrivez juste à temps pour me corriger. Diverge en certains points. Voilà, donc ça montre, je dirais, une première pathologie de Fourier, c'est-à-dire, donc quand même, je dirais, la notion de convergence naturelle pour les fonctions continues, c'est la convergence uniforme, et évidemment, vous avez, on s'attendrait, si on décompose une fonction régulière, donc sur, disons, continue, sur des objets très réguliers que sont les sinus et les cosinus, on s'attendrait à avoir la convergence au sens naturel, je dirais, fournie par l'espace dans lequel on travaille, et le résultat du Dubois-Reymond montre que c'est pas le cas. Et c'est justement pour mieux comprendre cette question que la première base d'ondelette va être en fait introduite. C'est-à-dire que suite à ce résultat négatif, Hilbert s'était posé la question de savoir si c'était, je dirais, vraiment un phénomène lié à tout système de représentation, hein, c'est-à-dire quand on se donne, disons, une base orthonormée, pour reprendre le cas des exponentielles complexes, est-ce que nécessairement, si vous décomposez dessus une fonction continue, vous aurez des fonctions continues pathologiques pour lesquelles vous n'aurez pas convergence en certains points, ou est-ce que c'est un défaut spécifique au système trigonométrique? Voilà. Et donc, Haar, qui était Hilbert avait posé la question à Haar, qui a construit ce qu'on peut appeler maintenant, même si c'est un petit peu une erreur, je dirais, chronologique, la première base d'ondelette, qui est la base de Haar, justement pour répondre à cette question. Hein, donc la base de Haar est très simple, on va travailler sur l'intervalle 0,1, donc il y a une première fonction qui est la fonction indicatrice de l'intervalle 0,1, et puis sinon il y a une fonction qu'on appelle maintenant l'ondelette de Haar, qui est simplement une fonction, vous voyez, une fonction en créneau comme ceci. Et donc si vous prenez cette première fonction plate et puis ces fonctions en créneau que vous contractez par des puissances de 2 et puis ensuite que vous translatez pour qu'elles remplissent tout l'intervalle 0,1, donc on obtient, ça c'est vraiment un petit exercice facile, effectivement une base orthonormée de L2 de 0,1, et la propriété vraiment remarquable, c'est que si une fonction est continue, ça aussi il n'y a absolument rien de profond, hein, c'est totalement trivial. Si une fonction est continue, les sommes partielles, si vous la recomposez sur cette base orthonormée, les sommes partielles vont converger uniformément. Donc, quelque part, c'est quand même, donc c'est encore une fois trivial, mais paradoxal, quoi. Paradoxal parce que finalement, vous décomposez une fonction continue sur un système qui n'est pas adapté aux fonctions continues, puisque c'est des fonctions qui sont discontinues, et finalement, vous avez une meilleure convergence que si vous décomposez sur le système de Fourier. Et je dirais que ça, c'est un peu l'une des idées qui sont en filigrane sur tout ce qui se fait actuellement, enfin tout ce qui se fait depuis 20 ans sur les ondelettes, c'est qu'en quelque sorte, les ondelettes vont vraiment faire le maximum qu'elles peuvent, typiquement pour converger, par exemple, dans des espaces fonctionnels. Donc pour toutes les notions de convergence, les ondelettes vont faire le maximum, voire comme là, je dirais très légèrement au-delà, puisqu'on ne s'attendrait pas forcément à avoir convergence pour une notion qui est adaptée à la notion de fonction continue. Voilà, et donc notamment le fait, et je vais centrer, je dirais, la suite de mon exposé sur ce point-là, le fait que les ondelettes sont simultanément adaptées à la décomposition, à la représentation d'une grande gamme d'espaces fonctionnels, joue aujourd'hui un rôle important, à la fois dans les maths fondamentales et également dans un nombre vraiment important d'applications. Alors,
ce qui est un peu étonnant, c'est que, je dirais, face à cette base qui a vraiment une première propriété qui est absolument remarquable, les gens ne se sont pas tellement intéressés à améliorer la base de Haar. Donc il y a eu quand même je dirais, des choses dans cette direction-là. Donc une première direction, c'était justement de régulariser la base de Haar. Vous voyez qu'elle marche, entre guillemets, pour les fonctions continues, mais enfin pas idéalement, puisqu'elle est quand même composée de fonctions discontinues. Donc si on veut essayer de régulariser la base de Haar, la première idée était de prendre ces primitives, parce qu'évidemment, en prenant des primitives, on régularise un petit peu le système, et de cette façon-là, on obtient la base de Schauder, qui, autant que je sache, n'a pas tellement été utilisée dans les applications, mais je dis peut-être une bêtise. Si M. Kahn ne me reprend pas, si je ne dis pas de trop grosses bêtises. Mais voilà, contrairement à la base de Haar qui a été utilisée jusqu'à récemment en traitement du signal et en traitement d'image. Hein. Donc la base de Schauder a aussi des propriétés magiques. Hein. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais par exemple, une propriété remarquable, c'est la décomposition du mouvement brownien sur la base de Schauder, pour lequel les coefficients sont des gaussiennes indépendantes avec une loi d'échelle sur les coefficients en fonction de l'échelle, et qui permet typiquement de montrer facilement les propriétés de régularité locale du brownien. Je pense que c'est Sizilski qui avait fait ça. Enfin voilà, donc ça c'est l'un des exemples typiques d'utilisation de la base de Schauder. Ceci dit, construire effectivement des bases orthonormées qui aient cette propriété, je dirais, algorithmique que les éléments se déduisent les uns des autres par des contractions et des translations, finalement il va y avoir un trou de 3/4 de siècle, et donc là on va, je dirais, sauter pour avoir une base qui est la même propriété algorithmique que la base de Haar, mais plus de régularité, qui donc sera a priori adaptée à plus d'espace fonctionnel. Il faut attendre le milieu des années 80 avec les bases d'ondelettes. Alors, donc traditionnellement pour les bases d'ondelettes, on se place plutôt sur R tout entier. Hein. C'est clair, si je reviens ici, qu'on déduit de là une base de L2 de R, simplement en translatant ce système par les entiers. Donc vous aurez les translatés entières de la fonction phi, et puis pour les translatés dilatées de la fonction phi, cette fois-ci, vous gardez exactement ces mêmes fonctions, simplement vous autorisez K à vous translater sur toute R, et donc vous avez une base orthonormée, vous en déduisez une base orthonormée de L2 de R, et les décompositions d'ondelettes dont je vais parler, voilà, seront exactement de cette forme, c'est-à-dire on a une fonction phi, qui est en fait une sorte de fonction boss, que je n'ai pas montré là, qui est d'intégrale 1, qui est bien localisé. On prend toutes ces translatés entières et puis ces translatés dilatés d'une fonction psi, qui est ce qu'on appelle donc l'ondelette. Et donc on prend exactement comme je le disais il y a une minute, c'est-à-dire les contractés, J est positif ici, et les translatés sur R tout entier. Donc il y a plusieurs familles qui jouent des rôles un petit peu différents. Je dirais pour les problèmes théoriques, on utilise plutôt l'ondelette de Meyer qui est dans la classe de Schwarz. Et pour les problèmes, je dirais, pratiques, et typiquement tout ce qui est application, traitement du signal, traitement d'image, c'est des ondelettes de Dobeschies qui sont à support compact. Le support compact étant intéressant, là je ne vais pas trop parler des questions d'algorithme, mais Jean-Pierre Kahn parlait hier de la transformée de Fourier discrète, donc de même, pour les décompositions d'ondelettes, on a un équivalent qui est une transformée en ondelette rapide, et qui permet en fait de ne pas calculer les coefficients par des intégrales, mais par des algorithmes de convolution discrète. Donc, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais disons ça a été l'un des ingrédients dans dans le gros boom des ondelettes en traitement du signal, en traitement d'image, l'existence de ces algorithmes de décomposition en ondelettes qui sont hier on rappelait que les Fourier rapide étant n log de n, et donc si on prend des bases d'ondelettes à support compact, on a des algorithmes en grand O de n, de décomposition et de recomposition en grand O de n. Alors,
voilà, donc je voudrais revenir à cette idée de bonne ou de moins bonne adaptation aux espaces fonctionnels pour continuer un petit peu la comparaison entre Fourier et ondelette. Voilà, donc un premier cas où les choses marchent bien, hein, c'est pour Fourier, je dirais, où vraiment le système trigonométrique est parfaitement adapté à la situation. Je vais prendre le cas très simple de l'espace de Sobolev H1. Donc ça, c'est l'espace de Sobolev H1, hein, il y a ambiguïté sur le terme H1 en maths. Voilà, donc les fonctions de L2 dont la dérivée est également dans L2. Et évidemment, le fait que le système de Fourier diagonalise la dérivée, vous voyez que quand vous dérivez, vous allez encore obtenir, bon, c'est des calculs formels, mais tout se justifie parfaitement, vous obtenez des égalités de normes. Hein. Donc, évidemment, le fait qu'on ait une base orthonormée vous donne une égalité sur la norme de f au carré, et le fait que quand on dérive, on retombe encore exactement sur le système trigonométrique, vous dit que vous avez encore une égalité sur le terme dérivé. Donc vous avez, je dirais, adéquation parfaite, puisque vous avez vraiment une égalité de normes entre la fonction f et entre la norme de f dans H1 et une norme petit L2 pondérée, vous voyez, des coefficients de Fourier. Donc je dirais, d'un certain point de vue, le système de Fourier, système trigonométrique, est parfaitement adéquat pour H1. Alors, ce qui va se passer pour les ondettes, c'est un peu différent, c'est que ça va être, je dirais, un tout petit peu moins adéquat, c'est-à-dire que si vous dérivez une ondelette, vous n'avez pas exactement une ondelette, hein, mais on aura quand même des équivalences de normes, donc au lieu d'avoir une égalité parfaite, on aura une équivalence, ce qui, dans tous les cas d'utilisation que je connais, n'est pas spécialement gênant, mais par contre, cette légère souplesse va faire que les ondettes vont être beaucoup mieux adaptées à d'autres espaces fonctionnels, et donc la légère perte qu'on a ici entre passer d'une égalité à une équivalence, on va beaucoup plus gagner, disons sur certains points on a une très légère perte, mais on va beaucoup plus gagner dès qu'on change un petit peu, dès qu'on change d'espace fonctionnel. Donc qu'est-ce qui se passe pour les ondelettes? Je vous fais le raisonnement un petit peu à la main, mais les choses se justifient. Hein. Donc on repart toujours de cette décomposition dont j'étais parti, sur les fonctions phi à une première échelle, et puis nos ondelettes contractées. Donc on dérive, donc on a évidemment la norme L2, là on a une base orthonormée, donc on va avoir une égalité avec la somme des carrés des coefficients. Et puis on dérive, bon formellement, on dérive la série terme à terme. Et donc comme je le disais tout à l'heure, là vous voyez, bon, sur ce terme-là il n'y a aucun problème, hein, c'est du fait que les fonctions phi sont bien localisées. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que donc psi, vous l'avez vu tout à l'heure, on peut les prendre à support compact, sont bien localisées. Les fonctions phi aussi, on les suppose toujours ou à support compact ou à décroissance rapide. Donc on a moralement une somme de petites bosses qu'on translate ici. Hein, donc la norme L2 ici n'apporte pas de nouvelles informations, on a la somme des ck carrés. Et là, vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à une décomposition d'ondelette, à part que, comme je le disais, vous avez une dérivée ici. Et donc vous n'avez pas tout à fait une base orthonormée. Ceci dit, vous avez quelque chose qui est assez proche d'une base orthonormée. Donc il y a on rend la théorie un petit peu plus flexible en définissant ce qu'on appelle des systèmes biorthogonaux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la technique. Et ce qu'on peut montrer, c'est que là, en fait, si on s'intéresse qu'à des équivalences de normes, tout se passe comme si on avait une décomposition sur une base orthonormée. C'est-à-dire que si on prend la somme des... Donc vous voyez, le coefficient devient le CJK fois 2 puissance J. Hein, quand vous dérivez l'ondelette, vous avez un 2 puissance J qui sort. Et vous avez une équivalence de normes avec ce qui se passerait si on avait effectivement une base orthonormée ici. Et donc on obtient une équivalence de normes entre la norme de FL2 et, j'ai oublié une parenthèse ici, excusez-moi, et cette norme petit L2 pondérée sur les coefficients d'ondelette. Voilà. Alors, donc on peut dire que si on s'intéresse juste à ces espaces H1, et puis on peut dériver plusieurs fois, hein, il n'y a pas de... Le raisonnement reste exactement le même. Fourier a un très léger avantage. Par contre, effectivement, l'avantage est, je dirais, renversé si, au lieu de s'intéresser à L2, on s'intéresse à deux espaces fonctionnels. Donc les premiers qui viennent à l'esprit, c'est les espaces LP. Et donc je voulais juste citer un théorème de Kahn et Katznelson qui montre, qui à mon avis, plutôt que de citer d'autres résultats sur LP, montre vraiment où est le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
caractériser, vous voyez, sur L2, vous pouvez caractériser l'appartenance à L2 par le fait que, trivialement, la somme des carrés des coefficients de Fourier convergent, mais vous ne pouvez pas avoir d'estimation sur LP par des informations de taille sur les coefficients d'ondelette, hein, puisque vous avez ce théorème garde-fou qui est vraiment remarquable, qui vous dit que si vous partez d'une fonction arbitraire de L2, en augmentant la taille des coefficients d'ondelette, vous pouvez en quelque sorte régulariser la fonction, puisque vous pouvez obtenir une fonction continue. Hein. Donc évidemment, si elle est continue, a fortiori, elle sera dans tous les LP pour P plus grand que 2. Voilà, donc ça vous dit de façon vraiment très forte que vous ne pouvez pas estimer des normes LP à partir de taille de coefficients de Fourier. Or, par contre, pour les ondelettes, il se passe, je dirais, alors, il y a une caractérisation exacte de LP par ondelette que je ne vais pas vous donner parce qu'elle est absolument horrible à écrire et je connais à peu près personne qui l'utilise effectivement, mais vous pouvez presque caractériser l'appartenance à LP par des conditions sur les coefficients d'ondelette qui sont du même type que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'être des normes petit L2 sur les coefficients d'ondelette, des normes petit L2 pondérées, disons, on a toujours des coefficients de normalisation un peu pénibles hein, qui apparaissent, on a une norme petit LP sur les coefficients d'ondelette. Disons, c'est une presque caractérisation, c'est-à-dire qu'on a des injections dans les deux sens avec une légère perte dans les deux sens, donc je dirais l'idée est un petit peu la même que tout à l'heure. Hein. Vous partez de cette décomposition de F avec les termes boss au début, et puis une somme à différentes échelles. Hein. J représente l'échelle. Donc j'ai coupé la somme en deux, vous voyez. Donc en coupant la fonction F dans ce qu'on appelle des blocs diadiques, c'est delta J. Et l'idée est qu'effectivement, on peut assez bien, on peut précisément estimer la norme LP de ces blocs. Pourquoi? Exactement par l'argument que je donnais tout à l'heure pour estimer la norme L2 de ce premier morceau. Vous avez, vous voyez, des sommes de bosses affectées de coefficients qui sont bien localisées, qui, je dirais, quasiment n'interfèrent pas entre elles. Et là, vous avez exactement le même phénomène. Si vous restreignez à une échelle donnée, vous avez une somme de bosses, hein, à part que c'est des bosses qui aussi sont intégrales nulles, mais c'est quand même des sortes de bosses, qui sont bien localisées et qui interfèrent assez peu entre elles. Si vous prenez psi à support compact, vous avez toujours un nombre fini qui interfère, et donc vous pouvez facilement estimer simplement la norme LP, simplement en prenant la somme des coefficients petit LP que vous avez ici. Si vous avez peu de termes d'interférence, simplement vous avez des facteurs de normalisation qui sortent, et donc vous avez là une vraie équivalence de normes, et les allers-retours vont simplement vous dire que si vous prenez un bloc, c'est assez facile de voir, la norme LP du bloc est plus petite que la norme de F, et par contre, si vous sommez, évidemment, vous avez une somme, si vous sommez les normes LP de tous les blocs, vous avez quelque chose qui sera plus grand que la norme LP de F. Et donc ça vous... Dans la définition de delta J, est-ce qu'il ne faut pas supprimer la première sommation? Oui, il faut supprimer la première sommation, absolument, c'est une erreur de frappe de ma part. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est effectivement incompréhensible tel que je l'ai écrit, je suis désolé. Voilà, donc cet argument vous permet effectivement d'encadrer la norme LP entre deux quantités qui semblent effectivement un petit peu techniques à écrire, mais il faut bien voir que c'est juste un sub de norme petit LP de coefficient à gauche et une norme petit L1, hein, une somme de les mêmes quantités de norme petit LP à droite. Hein. Donc techniquement, ça veut dire que LP s'injecte entre deux espaces de Bezoff, ce qu'on appelle des espaces de Bezoff, qui sont... Alors ça c'est une idée, je dirais, qui est vraiment importante dans l'utilisation actuelle des ondelettes, c'est que... donc typiquement ces espaces de Bezoff, je ne vais pas vous donner la première définition qui avait été donnée, mais on part des espaces LPS, hein, les fonctions de LP dont des dérivés fractionnaires d'ordre S sont dans LP, donc si vous ne connaissez pas dérivés fractionnaires, pensez simplement à dérivés. Et donc les espaces de Bezoff au départ avaient été introduits de façon, je dirais, très technique comme un outil, comme des espaces d'interpolation entre ces espaces de Sobolev. Et je dirais, était relativement peu utilisé en analyse. Et il y a eu, et a fortiori dans les applications. Donc il y a eu un espèce de revirement qui est assez intéressant, qui est que du fait que ces espaces de Bezoff, dont la définition initiale est vraiment, encore une fois, s'appuie sur des théories vraiment abstraites d'analyse, en fait, une caractérisation très simple par ondelette. Hein,
je pense que, voilà, donc ça c'est les injections techniques bon, qu'en fait on vient d'écrire. Voilà, donc c'est des espaces un peu compliqués à 3 indices, mais dans la caractérisation, qui finalement est maintenant plutôt donnée comme la définition, j'ai écrit dans le cas d'une variable. Je passerai tout à l'heure à plusieurs variables. Jusqu'à présent, je suis resté en une variable. Je vous montrerai des applications parce que c'est plus joli si on monte des photos sur des images donc à 2 variables. Donc en une variable, vous avez une définition qui peut paraître un petit peu compliquée, mais je dirais qui est fonctionnellement simple, puisque c'est exactement la même recette que j'avais dite tout à l'heure. C'est-à-dire, vous prenez, j'ai oublié évidemment, là il y a une somme en K, vous voyez, donc vous prenez des normes petit lp de coefficients pondérés, à une échelle donnée, en K donné, et vous demandez que la suite que vous obtenez soit dans LQ. Donc on avait tout à l'heure le cas Q égale 1, on avait les injections avec entre 1 et l'infini, avec les espaces LP. Donc ça c'est, je dirais, la définition un petit peu, enfin, la caractérisation de l'aide des espaces de Bezoff. Et donc ce que je disais, c'est que du fait que, vous voyez, au départ les espaces de Bezoff sont beaucoup plus abstraits et compliqués à définir que les espaces de Sobolev. Hein, les espaces de Sobolev, donc là on demande que la fonction soit dans LP et des dérivés jusqu'à un certain ordre soient dans LP. Mais la caractérisation est quand même fondamentalement beaucoup plus simple, puisque c'est des normes petit lp sur des coefficients. Et donc actuellement, il y a une espèce de revirement, et dans beaucoup de domaines typiquement d'utilisation des ondelettes, les gens utilisent les espaces de Bezoff et plus les espaces de Sobolev. Hein. Donc c'est, je dirais, cette simplicité de caractérisation renverse un peu je dirais, les espaces fonctionnels qui sont utilisés. Donc typiquement, sans vouloir trop aller là-dedans, si vous avez sans doute entendu parler des applications, il y a des applications assez spectaculaires en statistique des ondelettes. Donc c'est Dono, Johnston, en France, Dominique Picard, Pascal Massard. Voilà, où les espaces fonctionnels qu'ils utilisent maintenant, c'est systématiquement les espaces de Bezoff, parce que vous avez ces caractérisations. Excuse, le BSQP, c'est les fonctions qui sont dans L. Alors, moralement, voilà, je dirais, il faut penser fonctions dans LP dont les dérivés d'ordre S sont dans LP. Alors, le dernier indice Q, vous voyez, c'est le 1 et l'infini qu'on avait tout à l'heure, joue vraiment un rôle très secondaire par rapport au S. Un tout petit rectificatif de régularité. Si vous voulez, si vous gagnez un epsilon sur le S, vous avez des injections entre, quel que soit le Q, entre les uns et les autres. Hein. Donc il faut vraiment penser, c'est des espaces qui de façon technique s'écrivent par 3 indices, il faut vraiment penser à 2 indices. Et je dirais dire que voilà, où ces blocs-là sont, si vous pensez Q égale infini, voilà, vous demandez que ces blocs-là soient uniformément bordés. Je dirais moralement, c'est F dans LP et dérivés fractionnaires dans LP, avec ces injections que j'avais signalées, qu'on peut mettre pour un S. Je les avais écrites pour S égale 0, donc dans le cas de LP, qu'on peut écrire pour un S quelconque exactement de la même façon. Voilà, donc moralement, effectivement, il faut penser à LP et dérivés dans LP. C'est pas exactement ça, c'est des espaces voilà, techniquement définis de façon un petit peu différente. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, cette caractérisation d'ondelette est fondamentalement beaucoup plus simple que celle que je n'ai pas écrite, qui serait la vraie caractérisation des espaces LPS, qui existe, mais qui s'écrit au moyen d'intégrales de grosses fonctions compliquées, donc qui, encore une fois, sert juste à démontrer un théorème, je dirais, abstrait, qui est que les ondelettes sont des bases inconditionnelles des espaces LPS, mais je ne connais pas d'autre utilisation de cette caractérisation. Voilà, donc je voudrais juste vous montrer, justement, en allant un tout petit peu vers la statistique, le B.A.B.A. Donc voilà, donc les injections pardon, dont j'avais parlé dans le cas S égale 0, vous les retrouvez exactement de cette façon-là. Exactement, je dirais, vous combinez les deux arguments que j'ai donnés, c'est-à-dire l'encadrement de LP et le fait que quand on dérive une base d'ondelettes, moralement, les ondelettes sont en quelque sorte des... et puis il y a un infini là, voilà, excusez-moi, c'est encore... il y a un infini ici. Les ondelettes sont diagonalisent presque les opérateurs différentiels. Hein. C'est-à-dire quand vous dérivez une ondelette, vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à une ondelette, et donc vous avez notamment des équivalences de normes. Voilà, donc je voudrais juste vous montrer par exemple une application de ces idées-là, de presque caractérisation d'espace fonctionnel, qui vous montre, qui conduit à l'algorithme de débruitage classique par ondelette, qui est un argument voilà, qui s'inscrit exactement dans cette ligne d'encadrer des normes d'espace fonctionnel
au mieux par des conditions simples sur des coefficients d'ondelette. Donc on le fait en dimension 2 parce que c'est un algorithme ça conduit à un algorithme de débruitage d'image. Donc en dimension 2, je ne vais pas vous donner les constructions des bases d'ondelettes, mais enfin vous avez exactement la même situation algorithmique. Donc j'oublie les fonctions phi qu'il faudrait rajouter mais qui ne changent pas grand-chose. Et donc vous avez encore des bases du même type, hein, c'est-à-dire qui sont obtenues par des translatés dilatés. Alors cette fois-ci on n'a plus une ondelette mais 3 ondelettes en dimension 2 pour des raisons un petit peu techniques. Et vous avez, voilà, à part que j'ai switché de 2 à D, excusez-moi, donc là il faut mettre D égale 2, donc vous avez un 2 puissance J en normalisation sur les ondelettes puisque vous êtes en dimension 2. Voilà, donc on a 3 ondelettes en fait en dimension 2 qui s'obtiennent à partir d'ondelettes en dimension 1 par des produits de... donc là pour avoir des notations qui s'écrasent pas trop entre la dimension 1 et la dimension 2, des produits de la fonction phi en dimension 1 et de la fonction donc, psi en dimension 2 que j'ai noté θ là. Donc vous avez des produits phi psi, psi phi et psi psi qui vous donnent les 3 ondelettes en dimension 2. Donc si vous et vous avez des propriétés de moment nul qui sont aussi importantes, je reviendrai là-dessus. Donc si vous avez une image, si vous voulez, il faut bien voir les coefficients d'ondelettes comme en quelque sorte calculés sur des grilles des grilles dyadiques qui sont incluses les unes dans les autres. Hein. Donc vous avez en quelque sorte vos 2 ondelettes en dimension 1 et vous calculez des coefficients d'ondelettes à différentes échelles avec des ondelettes de plus en fait. On commence par les échelles les plus petites et on va vers les échelles les plus larges. Voilà, et vous avez en fait 3 coefficients, donc vous calculez une espèce de schéma sur des grilles comme ça, sur des grilles emboîtées avec chaque fois 3 coefficients. Voilà, donc je voudrais vous montrer l'idée, brièvement l'idée du wavelet shrinkage, hein, qui est l'algorithme classique de débruitage, qui repose sur une idée assez simple, c'est que si vous avez une image, vous avez envie de dire, ce qui est discutable, hein, on verra tout à l'heure, que c'est la somme de quelque chose d'assez régulier. Donc un modèle classique, c'est demander BV, hein, c'est-à-dire, grosso modo, le gradient de l'image est intégrable, plus un bruit qui est petit, mais qui lui a aucune régularité, donc on suppose par exemple dans L2. Hein, donc ce que vous connaissez, c'est l'image U plus le bruit V, donc vous avez accès à F, et vous voulez décomposer votre fonction F comme somme. Vous voulez retrouver en quelque sorte U, hein, ce qui a priori est un problème mal posé, puisque vous voulez écrire une fonction comme somme de 2 autres, il y a beaucoup de possibilités, mais avec cette information fonctionnelle, que vous avez des régularités différentes sur les 2 objets. Hein, donc vous écrivez, décomposez vos fonctions, donc la fonction F on connaît, la fonction U qu'on cherche sur une base d'ondelettes, et donc il n'y a évidemment pas d'unicité, et d'où l'idée de base qui avait été introduite par Rudi Nocher et Fatemi, qui est de dire qu'on va transformer ce problème mal posé en un problème de minimisation, c'est-à-dire qu'on va minimiser une fonctionnelle qui va exprimer le fait qu'on veut une norme, pour U, on veut une norme à la fois BV qui ne soit pas trop grande, et puis on veut que l'erreur, le F moins U, c'est-à-dire le terme de bruit, soit lui aussi pas trop grand dans L2. Donc on va minimiser une fonctionnelle de ce type-là, et puis on a un paramètre T, dans lequel on met l'information a priori qu'on a sur la taille du bruit. Là aussi, il joue juste un rôle technique. Donc ça, c'est un problème de minimisation qui, si on le pose comme ça, est extrêmement difficile à résoudre. Et vous pouvez, en suivant toujours ces idées-là, le transformer, je dirais, en un problème de minimisation trivial, simplement en disant ça, si on décompose en ondelettes, je le connais exactement puisque j'ai une base orthonormée. Et ça, alors ça, je ne peux pas le connaître parce qu'on sait que BV n'a pas de caractérisation par ondelette, mais plus fondamentalement, BV n'a pas de base inconditionnelle, hein, donc vous pouvez jamais, même si on utilisait une autre base, ce n'est pas un défaut des ondelettes, c'est un défaut de toute base, quoi. Mais par contre, ce que vous permettent les ondelettes, c'est exactement le même argument que j'avais donné pour LP, c'est-à-dire elles vous permettent d'encadrer à très peu près, en quelque sorte, la norme BV, et donc d'avoir en quelque sorte un presque équivalent ondelette de ce problème de minimisation. Voilà, donc exactement par le même, encore une fois, le même argument de tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire vous partez de votre décomposition de votre fonction U sur vos ondelettes en dimension 2, et puis je dirais un petit peu brutalement, hein, on y va comme
comme mes étudiants de licence. On dérive sans se poser de problème et puis on estime les normes à la louche. Donc, vous prenez le gradient, vous avez un 2 puissance J qui sort de l'ondelette, et puis vous demandez la norme BV, vous demandez que l'intégrale du module soit finie, et vous dites que ça va être assez proche du fait des propriétés de décorrélation de ces fonctions-là entre elles, du fait de leurs propriétés de bonne localisation et aussi de localisation en fréquence. Ça va être la norme, l'intégrale de la somme va être proche de la somme des intégrales. Donc c'est là où on triche un tout petit peu, voilà, et ça vous donne quelque chose qui est très proche, qu'on pourrait coincer en fait, enfin j'écris entre deux quantités, mais ça vous donne que la semi-norme BV est en fait bien approximée simplement par la somme des coefficients d'ondelette. Là il y a une petite magie de la dimension 2 qui fait que les normalisations disparaissent à la fin, et donc finalement, ce que vous avez, donc évidemment la partie L2, il n'y a aucun problème, et ce que vous avez à minimiser, modulo cette légère approximation, c'est cette quantité-là, et à ce moment-là, vous voyez que ça devient totalement trivial parce que tous les coefficients sont décorrélés, tous les IJK. Pour minimiser cette fonctionnelle-là, il suffit que vous minimisiez chacun des termes, et donc vous avez juste à minimiser une fonction qui est la somme d'un terme quadratique et d'un terme en valeur absolue. Et alors, ce que ça vous donne, c'est exactement, vous arrivez exactement sur ce qu'on appelle le seuillage doux par ondelette, ou le wavelet shrinkage, hein, c'est plus connu sous le terme anglais de wavelet shrinkage, c'est-à-dire vous voyez que le minimum, si les coefficients que vous observez, les coefficients de f, donc ce que je note f, c'est les FJK, les coefficients d'ondelette que vous observez de l'image bruitée, sont suffisamment petits, vous avez intérêt à les mettre à 0, et s'ils sont suffisamment grands, vous les rapprochez de 0 par une certaine quantité. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle wavelet shrinkage. Vous voyez, vous rapprochez les coefficients d'ondelette de 0. S'ils sont déjà trop près, vous les mettez à 0 exactement. Et c'est effectivement l'algorithme, je dirais, par ondelette le plus simple, de débruitage d'image que vous pouvez. Alors, il y a bien sûr des tas d'arguments de statistiques assez théoriques qui permettent aussi de justifier, mais je pense que cet argument un petit peu de quasi-équivalence de normes est, je dirais, l'argument le plus parlant pour comprendre pourquoi ça, c'est un algorithme naturel de débruitage. Je regarde l'heure. Voilà, donc on fait ça, c'est ce que je viens de dire, sur chaque coefficient d'ondelette, et on obtient. Alors, ensuite, je vois que l'heure tourne, donc je vais peut-être passer assez vite. C'est des choses qui ont été raffinées. Et donc notamment la partie BV, modélisée par BV des images, est quelque chose qui paraît aujourd'hui un petit peu hardi, sauf pour des images particulièrement simples. Donc ensuite, il y a eu des tas d'autres fonctionnels qui ont été proposés, sur lesquels vous pouvez faire, je dirais, le même travail, mais sur lesquels, et donc ça va me permettre de passer à la dernière partie de l'exposé, effectivement, interviennent des tas donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais des tas d'espaces fonctionnels un petit peu différents, le bruit aussi. On a proposé d'autres espaces fonctionnels, et ça pose une question auxquelles les ondelettes peuvent répondre, qui est justement, chaque fois en préliminaire, sur tous ces algorithmes-là, et notamment le premier pose la question, effectivement, il sera raisonnable que si mon image idéale au départ, non bruitée, appartient à BV, et donc il y a d'autres espaces fonctionnels qui peuvent intervenir, et chaque fois, vous avez cette question, si j'ai une image donnée, est-ce que je peux effectivement savoir, une image ou un signal, si on revient de la dimension 1, à quels espaces fonctionnels elle appartient, notamment si j'utilise ensuite des algorithmes qui font fortement l'hypothèse qu'elle appartient à un certain espace fonctionnel. Voilà, donc ça, en fait, ça se rattache à toute je dirais une ligne de pensée qui remonte à Kolmogorov, qui avait introduit ça pour des questions d'étude de la turbulence, qui est ce qu'on appelle la fonction d'échelle de Kolmogorov, donc, qui vous décrit précisément à quels espaces fonctionnels du type Sobolev appartient la fonction. Donc, Kolmogorov s'était posé la question de savoir quelle est cette fonction d'échelle pour les écoulements turbulents, et avait proposé de l'utiliser justement pour
ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais un petit peu pour valider des modèles de turbulence, puisqu'en même temps qu'il étudiait la turbulence, il avait introduit l'idée qu'un brownien fractionnaire, qui ne s'appelait pas encore à l'époque brownien fractionnaire, pouvait être un bon modèle à petite échelle de la turbulence. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des petits accroissements de la fonction, il calculait des normes LP en quelque sorte, et il cherchait un comportement en loi de puissance de ces petits accroissements quand h tend vers 0. Je me rends compte qu'il y a un petit anglicisme qui s'est introduit ici. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut effectivement, ceux qui connaissent bien dans la salle les espaces de Sobolev ou les différentes variantes reconnaissent, je pense qu'on peut interpréter cette fonction d'échelle comme en quelque sorte un indice de régularité de la fonction f dont on est parti dans certaines classes d'espaces de Sobolev. Mais je voudrais juste passer directement, je dirais, à son interprétation ondelette. Alors, pour simplifier un peu, notamment les normalisations un peu horribles que j'avais tout à l'heure, je vais introduire un certain nombre de notations. Donc en dimension d, donc je vous montrerai des applications pour d égale 1 ou 2. Hein, on va indicer les ondelettes par des cubes diadiques. Hein. Donc l'idée, si vous pensez à la base de A, on indicie l'ondelette par son support. Si l'ondelette est un peu plus large, c'est juste un petit morceau de son support, mais c'est ça l'idée. Donc ça vous donne, le lambda vous donne une indication à la fois de la localisation et de l'échelle de l'ondelette. Et deuxième petit point, pour simplifier un peu les normalisations que j'avais tout à l'heure, je ne prends pas une normalisation L2, mais une normalisation L1 sur les coefficients d'ondelette, qui fera apparaître un petit bout de la normalisation désagréable qu'on avait. Donc ça, c'est juste des notations et normalisations, et puis les ondelettes à une échelle donnée, je les indicie. Donc finalement, les cubes diadiques à une échelle donnée, j'ai note lambda j. Voilà. Donc, avec ces notations, donc on écrit f comme une somme de c lambda, psi lambda, la fonction psi lambda étant celle que j'ai en haut. Voilà. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, cette fonction d'échelle, en revenant, je dirais, à l'interprétation espace de Sobolev de la fonction d'échelle, et puis en passant aux espaces de Bezoff, on peut calculer effectivement la fonction d'échelle par, ça c'est important, par des régressions log-log, hein, de quantités qui sont simplement, donc c'est pas étonnant si vous vous souvenez, les injections avec les espaces de Bezoff, des normes petit lp de coefficients d'ondelette à une échelle donnée. Voilà. Et donc, voilà. Il y a des questions telles que Kolmogorov avait défini, c'est pas tout à fait vrai dans toutes les gammes d'indices, donc il faut, enfin ça c'est un peu des points techniques. Le point important, effectivement, si on veut l'utiliser dans les applications, c'est la formule en régression log-log. Voilà, donc ça c'est un premier, je dirais, cette fonction d'échelle, je reviens un petit peu en arrière. Suivant justement ce programme que Kolmogorov avait lancé dans la turbulence, mais qu'ensuite on va appliquer dans des tas d'autres domaines, cette fonction d'échelle va être utilisée pour faire justement de la classification de signaux d'images, ou bien de la validation de modèles, si on a des modèles a priori, et qu'on se pose la question de leur validité. Voilà, donc il faut bien voir que c'est une notion qui est basée essentiellement sur des espaces fonctionnels, étant donné qu'il y a aussi une petite subtilité. A priori, les espaces de Bezoff sont définis de Sobolev sont définis pour P plus grand que 1. L'un des intérêts des espaces de Bezoff est qu'ils permettent de descendre jusqu'à P égale 0, et donc ça donne une gamme, je dirais, de paramètres qu'on n'avait a priori pas à notre disposition si on restait dans un cadre espace de Sobolev. Voilà, donc il y a un autre indicateur également qui est de nature un petit peu toujours espace fonctionnel, mais qui se déduit pas simplement de la fonction d'échelle, qui est aussi la régularité uniforme. Hein. Donc on utilise les espaces de Hölder, c'est alpha, qui coïncident aussi avec des espaces de Sobolev, mais simplement là, on en définit un exposant par une formule un petit peu différente. Cette fois-ci, on prend des subs de coefficients d'ondelette à une échelle et on fait une régression log-log de ces subs de coefficients d'ondelette. Donc ça nous donne en quelque sorte la régularité uniforme maximale de la fonction, et c'est un autre indicateur dont on va voir qu'il joue aussi un rôle. Il se trouve, pour des raisons qu'on ne comprend pas, qu'il joue un rôle souvent plus important en classification que la fonction d'échelle précédente.
Voilà, donc évidemment, si on revient aux interprétations de cette fonction d'échelle en termes d'espace fonctionnel, elle permet, vous voyez, sa détermination pour certaines valeurs de P permet de répondre aux questions qu'on posait tout à l'heure. Est-ce qu'une fonction appartient à BV ou pas? Vous le voyez simplement en prenant la valeur de la fonction d'échelle en P égale 1. Est-ce que c'est une mesure ou pas? Donc ça, c'est plus pour les images. Voilà, donc L2H-1, elle gère un petit peu les espaces fonctionnels dont j'ai parlé, l'espace G qui apparaissait à un moment dans le modèle qu'avait proposé Yves Meyer. Donc tout ça, c'est des indicateurs que, voilà, des espaces fonctionnels que vous pouvez savoir si la fonction, si les données appartiennent à ces espaces fonctionnels, simplement en regardant les valeurs de la fonction d'échelle pour certaines valeurs de P, ou ce qui correspond au cas P égale infini. À ce moment-là, on utilise plutôt cet exposant H-min. Voilà, donc je vous montre quelques applications qui vous montrent que c'est ces outils espaces fonctionnels peuvent être effectivement utiles pour classer des images. Donc ça, c'est une des images les plus irrégulières qu'on ait eues, sans doute à cause, vous voyez, des très fortes oscillations qui sont créées par les troncs d'arbres. Et là, je vous montre la régression log-log. Donc ça, c'est sur le nombre d'échelles, je dirais, qui est pertinent dans une image. Le problème des images, c'est que sauf pour avoir des images en très très haute définition, on est un peu à la limite quand on fait des ondelettes pour faire des régressions log-log, vu qu'on a un nombre d'échelles qui n'est pas énorme, mais bon, qui est suffisant pour pouvoir effectivement les faire. Et ce qui vous montre dans cette image qui était a priori l'une des plus irrégulières qu'on ait rencontrées, vous voyez, vous avez un indice pour P égale 2 qui est négatif. Donc a priori, elles ne sont même pas dans L2. Vous avez un indice de régularité Sobolev qui est presque moins 1,5. Le H-min aussi est négatif. Donc elles ne peuvent pas être modélisées, je dirais, par des fonctions localement bornées. Voilà, on avait fait pour Q égale 1 aussi, on trouve un truc négatif, ce qui est un peu plus... Bon, ce qui montre qu'elles sont vraiment très irrégulières. Normalement, on trouve autour de 0. Et ça, c'est toute la fonction d'échelle, voilà, entre 0 et 10. Bon, je vous montre pour d'autres images, donc qui sont un peu plus... celle-là est un peu plus régulière. Vous voyez, l'indice pour P égale 2 et cette fois-ci pas très loin de 0. Ce n'est pas les valeurs précises qui sont intéressantes, c'est plutôt de voir qu'elles varient fortement d'une image à l'autre. Voilà, donc ensuite toute la fonction d'échelle. Voilà, donc là on arrive dans des images un peu plus régulières. Là je vous montre les régressions log-log pour P égale 1. Donc ça c'était un peu pour répondre à la question BV ou pas BV. Vous voyez, il faudra avoir 1 pour avoir du BV. Donc on est plus régulier mais quand même pas dans BV. Et ça c'est toute la fonction d'échelle qu'on obtient. Voilà, ça c'est des saucissons qui sont relativement réguliers. Un peu moins réguliers que les boules. Vous voyez que pour P égale 1, vous êtes à peu près à 0,5. Donc vous êtes à mi-chemin entre L1 et BV en fait. Voilà, ça c'est aussi toute la fonction d'échelle pour P positif. Donc, encore une fois, plus que les valeurs, ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'on obtient des choses très différentes d'une image à l'autre. Alors, une autre idée, je me rends compte que le temps passe, qui est aussi, pour revenir à la comparaison, je dirais, ondelette Fourier, une idée qui est fondamentale dans les ondelettes, c'est du fait que les éléments de base se déduisent les uns des autres par dilatation. Si vous avez des propriétés d'autosimilarité sur une fonction, sur un signal, sur une image, c'est quelque chose que vous allez pouvoir sortir sur les coefficients d'ondelette parce que l'outil d'analyse est adapté à cette propriété-là. Vous voyez, si vous avez une autosimilarité, du fait que les ondelettes se déduisent par dilatation, vous aurez des propriétés également d'invariance par dilatation des coefficients d'ondelette. Si l'autosimilarité est exacte, comme pour des fonctions de Weierstrass par exemple, vous aurez des relations, je dirais, algébriques entre les coefficients d'ondelette à différentes échelles. Si elle est statistique, je dirais comme les mouvements Bronner fractionnaires, vous allez retrouver aussi des propriétés d'invariance statistique des coefficients d'ondelette. Donc là, il y a je ne veux pas trop, des grands spécialistes dans la salle. Voilà, et donc vous trouverez voilà, donc, typiquement le Bronner fractionnaire vérifie une propriété d'autosimilarité en loi, et donc c'est quelque chose que vous retrouverez sur les coefficients d'ondelette. Alors l'intérêt, je dirais, de passer de l'autosimilarité, et on ne va pas tellement s'intéresser à l'invariance en loi des coefficients d'ondelette si on pense à des applications. Pourquoi? Parce que je dirais, la règle du jeu dans les applications, c'est qu'on n'a pas un processus, c'est-à-dire une infinité de fonctions avec une loi de probabilité sur cet ensemble de fonctions, mais vous avez une donnée. Donc il faut pouvoir, sur une réalisation en quelque sorte du processus, il faut pouvoir dire quelque chose, et a priori vous ne pouvez pas mettre en évidence de l'invariance en loi sur une réalisation, puisque par définition en loi, ça veut dire qu'on a la connaissance de toutes les trajectoires du processus.
D'où l'idée encore là que même pour des propriétés d'autosimilarité, ces indices fonctionnels sont mieux adaptés, hein, puisque vous pouvez en déduire en quelque sorte, là je vous ai un petit argument à la louche encore, hein. L'une des définitions possibles du Brownian fractionnaire, c'est que l'espérance des accroissements au carré est donnée par la taille de l'accroissement du temps à une certaine puissance, hein. Donc vous pouvez voir, si je reviens à la définition de la fonction d'échelle de Kolmogorov, vous pouvez estimer ces intégrales en disant que grosso modo, c'est des sommes d'accroissement qui ne vont pas être très loin d'être indépendants, pour lesquels vous connaissez à peu près, puisque vous avez cette estimation en espérance, la taille, hein, grosso modo, ça veut dire que si vous prenez un accroissement en des temps séparés de L, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de L à la puissance H. Et quand vous intégrez avec un delta petit, vous allez avoir un effet de moyennisation qui va vous faire que vous aurez en fait une limite qui sera plus aléatoire, mais déterministe et à un vrai ordre de grandeur. Hein, et c'est-à-dire que cette autosimilarité en loi, qu'a priori est quelque chose de fantasmatique, je dirais qu'on ne peut pas vérifier sur une trajectoire, vous donne en conséquence une autosimilarité déterministe à la limite que vous pouvez effectivement vérifier, qui est encore une fois de nature fonctionnelle cette fois-ci. Voilà, et donc c'est ça, donc tout ça pour dire que également pour ces processus, je dirais, cette approche fonctionnelle avec la fonction d'échelle de Kolmogorov est pertinente et vous dit typiquement que vous voyez la fonction d'échelle dans le cas du Brownian fractionnaire est linéaire, hein, c'est exactement HP, et donc c'est ce qui a permis, ça a été, donc ça c'est un peu une autre histoire. Jean-Pierre Kahn hier parlait effectivement de Benoît Mandelbrot au début. Ça a été le point de naissance. Le fait qu'on se rende compte expérimentalement que cette fonction d'échelle pour la turbulence n'est pas linéaire a été la naissance de tous les modèles de cascade, donc notamment des modèles que Benoît Mandelbrot a étudiés, introduits et Jean-Pierre Kahn étudié, qui permettent d'obtenir des fonctions d'échelle qui ne sont pas linéaires pour modéliser la turbulence. Voilà, donc ça c'est un petit peu résumé ce que je viens de dire, hein, le fait que pour un Brownian fractionnaire, on obtienne effectivement des fonctions d'échelle linéaires. Alors, je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si j'ai encore 3 minutes. Voilà, je dirais un petit peu ce qu'on fait actuellement en ondelettes, où donc non seulement on utilise pour la classification les objets que je viens de signaler, hein, c'est-à-dire cette fonction d'échelle de Kolmogorov, je dirais réécrite en termes de coefficients d'ondelette ou bien d'exposant H-min. Alors pour des raisons d'analyse multifractale dont je ne veux pas trop parler, il y a d'autres quantités qui sont intéressantes autres que les coefficients d'ondelette, qui sont des sublocaux de coefficients d'ondelette, à partir desquels, donc là je vous montre juste comment on les calcule, vous avez toujours sur ces grilles de coefficients d'ondelette, vous prenez, vous voyez le sublocal correspondant à ce coefficient-là, ça sera le sub sur toute la zone rouge qu'on a ici, si vous revenez à l'interprétation en termes de grille. Et on introduit des quantités qui sont exactement comme la fonction d'échelle tout à l'heure, comme les espaces de Bezoff, simplement construits à partir de ces sublocaux. Bon, et voilà, plutôt que de vous donner la vraie motivation pour introduire ces sublocaux, je voudrais juste plutôt vous montrer à quoi ils peuvent servir. Donc on a introduit ce qu'on appelle la fonction d'échelle dominante, parce que c'est ce qu'on appelle les coefficients dominants, qui est défini exactement de la même façon que tout à l'heure. Et voilà, et en fait, on regarde plutôt sa transformée de Legendre, là aussi, je vais plutôt vous montrer pourquoi sur des images. Et donc le premier point, voilà, donc je vais vous montrer en quoi cette nouvelle fonction d'échelle peut servir comme outil de classification. Le premier point donc à vérifier, c'est qu'on obtient effectivement des bonnes régressions log-log pour obtenir effectivement des exposants raisonnables. Donc je vais vous montrer sur différents signaux de nature très différente. Là c'est le cours du euro contre dollar pendant 9 années il me semble. Et là on calcule, alors pour cette fonction d'échelle pour Q égale 2, donc vous voyez qu'on a un alignement log-log qui est vraiment très, très droit, ce qui montre que ce qu'on va faire est raisonnable. Ça c'est aussi donc une image, on a aussi des régressions log-log, là toujours pour Q égale 2 qui sont parfaitement alignées. Ça c'est du trafic internet sur un nœud qui est entre les États-Unis et le Japon en fonction du temps. Voilà, donc ça c'est ce que vous donne cette fois-ci la fonction d'échelle dominante en fonction de Q. Donc vous voyez qu'on obtient une droite parfaite, ce qui montre, si vous revenez un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le Brownian fractionnaire, qu'effectivement c'est quelque chose qui est parfaitement modélisable par un Brownien fractionnaire,
Bon, ça ne veut pas dire que c'est un Brownian fractionnaire, mais je dirais que tous les outils dont on dispose montrent qu'on ne peut pas exclure la modélisation Brownian fractionnaire. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le point de vue un petit peu réfutation de modèle. Donc ça c'est des données de turbulence. Je dirais c'est le problème initial qui intéressait Kolmogorov. Et là, c'est ce que donne, toujours pour cette transformée de Legendre de fonction d'échelle dominante, vous voyez deux modèles classiques de cascade. Vous avez le bleu et le rouge, et puis des données expérimentales, qui sont les petites croix et les petits ronds, qui correspondent à deux types d'expériences de turbulence. Et voilà, donc ça c'est une autre application de type réfutation de modèle. Vous voyez que cette transformée de Legendre de la fonction dominante colle parfaitement avec l'un des deux modèles et pas l'autre, alors que du point de vue des physiciens, c'était... il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'un modèle était meilleur que l'autre. J'hésite à aller... voilà, je vous redonne juste... Ça, c'est toujours le euro contre dollar. L'exposant de le H-min que j'avais signalé tout à l'heure, qu'on a calculé localement. Donc, vous voyez que, sauf en des points vraiment exceptionnels, il est aussi toujours entre 0,2 et 0,4. Donc ça c'est une autre utilisation effectivement de ce genre de choses. Vous avez, si vous regardez les modèles financiers actuels, vous avez typiquement beaucoup de gens qui travaillent sur des modélisations semi-martingales, pour lesquelles vous avez a priori des ensembles denses de sauts. Vous avez une partie, je dirais, régulière qui ressemble beaucoup à un brownien, et puis une partie régulière qui est fournie par des sauts. Donc calculer le H-min vous permet de savoir si un tel modèle est raisonnable ou pas. Parce que si vous avez des sauts, ça veut dire que la régularité, même locale, vaut 0, puisque vous avez des discontinuités. Vous n'avez aucune régularité derrière. Donc, ça, c'est toujours, je dirais, dans le cas de réfutation de modèle. Vous voyez qu'à part peut-être en certains points tout à fait exceptionnels, vous avez un H-min qui est strictement positif, donc une petite régularité uniforme. Donc, vous savez que si vous croyez à un modèle semi-martingale, qui encore une fois, ça ne permet pas de dire, à ce moment-là, vous pouvez dire que la partie saut n'existe pas dans le modèle, et que beaucoup de choses qui sont actuellement en maths financière donc sont non pertinentes. Un autre point, toujours sur les maths financières, donc je vais peut-être terminer par ça du coup, et pas vous montrer les autres images, c'est de savoir, donc, si vous voulez utiliser des techniques du type intégration stochastique, il faut que les variations quadratiques soient finies, ce que vous pouvez aussi interpréter par un critère ondelette. Donc dans le cas où vous avez un peu de régularité uniforme, ce qui semble être le cas ici, par le fait justement que cette fonction d'échelle, donc là il n'y a pas des si et seulement si, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez au moins un seulement si, qui est que si la fonction d'échelle dominante, calculée sur les coefficients dominants, est strictement plus grande que 1, effectivement vous êtes sûr d'avoir une variation quadratique finie. Là il y a un petit miracle qui est qu'on trouve un truc qui est juste un chouïa plus grand que 1, donc ça montre au moins que cette partie-là semble raisonnable et qu'on a le droit de faire... des modèles qui utilisent des intégrales stochastiques sur ces données financières. Bon, je vais peut-être arrêter là. Merci.